C'est un nouveau livre de sa théorie rationnelle de l'éducation que le révérend père Charles de Maillardoz nous donne sous ce titre « Le décalogue de l'autorité paternelle ». Il fait suite au volume qui s'est fait déjà une si belle place dans la bibliothèque des éducateurs, les 7 péchés capitaux de l'enfance. Mais y a-t-il donc une théorie rationnelle, une science de l'éducation? Certes oui. Il ne servirait de rien de dire que dans le passé, beaucoup de pères et de mères furent d'excellents éducateurs sans avoir appris à l'être. Dans le passé, il y eut sans aucun doute des enfants mal élevés et qu'il eussent été mieux si l'attention de leurs parents avait été attirée sur leur devoir d'éducateur. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que dans le passé, il y avait une atmosphère saine qui avait raison des germes morbides et qui, hélas, ne se retrouve plus. L'autorité paternelle dans la famille était un fait indiscuté. L'autorité nécessaire dans l'éducation était un axiome. La pratique religieuse assurait l'exemple, bref, la foi chrétienne profonde et vivante, était à elle seule un décalogue, un code de l'éducation, une initiation transmise au plus simple par la tradition. Est-il besoin de montrer que, d'une manière générale, la puissance de la tradition a beaucoup diminué dans le monde d'aujourd'hui? Il faut donc retrouver par l'étude les principes dont elle assurait la transmission. On se plaint que l'éducation des enfants est devenue difficile, et c'est vrai, parce que le milieu social n'est pas favorable. Il ne persuade pas à l'enfant la subordination ni l'effort, il tend même à jeter dans son esprit des doutes sur la valeur de l'effort, sur la notion morale du bien et du mal. Il est évident que le scepticisme ambiant, l'effrénée jouissance, la prépondérance de l'argent sont des puissances hostiles à l'œuvre de l'éducateur si cette œuvre consiste à former l'âme dans l'homme et à établir la souveraineté de la conscience au-dessus de tout dans la conduite de sa vie. Mais l'éducation reste possible à condition que dans ce milieu hostile, le foyer constitue une atmosphère saine, toute chargée de principes de vie. N'y a-t-il pas des parents qui accusent notre temps de rendre l'éducation difficile pour se justifier à leurs propres yeux d'un échec dont leur négligence est coupable? L'éducation a toujours été difficile, si j'en crois ce moraliste, qui n'est pas un moderne puisque c'est Jean Chrysostome et qui écrivait « Qu'y a-t-il de plus grand que de discipliner les âmes et former le caractère des jeunes gens ? Oui, au-dessus des peintres, des sculpteurs et des autres artistes, je mets celui qui connaît l'art de former l'âme de la jeunesse. Si l'éducation est un art et le plus grand art du monde, elle ne peut pas être facile. Car c'est un mot redoutable que celui-là. Il n'y a pas d'art qui n'implique une discipline personnelle et un sacrifice de l'artiste à son œuvre. Il n'y a pas d'éducation sans exemple. Les leçons n'y suffiraient pas. Et d'ailleurs, les leçons qu'on ne commence pas par pratiquer soi-même restent sans portée. Par ce simple fait qu'une parole n'a de portée que si elle paraît sincère. Et la contradiction des actes accuse les paroles de manquer de sincérité et leur enlève donc toute vertu. Or, s'il faut d'abord donner l'exemple, vous voyez jusqu'où les exigences de l'éducation peuvent entraîner des parents, jusqu'à une réforme de leur propre vie. Vous connaissez le mot spirituel de cette femme. Tant que mes enfants étaient petits, j'ai vécu à l'aise avec mes défauts et mes mauvaises habitudes. Depuis qu'ils sont grands, j'ai honte. Je rencontre leur regard qui m'embarrasse, je comprends qu'ils me jugent. Il se trouvera à la fin que mon éducation aura été faite par eux, beaucoup plus que la leur par moi. Mais oui, serait-ce un si grand paradoxe que de soutenir que Dieu, dans sa miséricorde paternelle, envoie l'enfant à son père et à sa mère pour achever leur éducation? Par exemple, le 7e commandement du présent décalogue est ainsi formulé : « Que l'entente règne entre vous. » J'ai entendu dire parfois, en parlant d'un garçon qui était sorti de la droite voie, « Et pourtant, vous savez quelle mère il a ?»
Et je pensais sans le dire, c'est vrai, mais l'influence de sa mère a été perpétuellement combattue au foyer même. Ces dissentiments, ces contradictions sont une grande faiblesse dans l'œuvre de l'éducation. Et si le cœur ne suggère pas l'union, du moins la pensée des enfants, la logique de l'éducation devrait l'introduire et la faire régner dans la maison. Tout art implique une discipline personnelle et, en un sens, une subordination de l'ouvrier à son œuvre. Mais il n'y a pas d'art qui n'ait sa technique, sa théorie rationnelle, sans laquelle on risque de s'égarer, de perdre du temps et de commettre de fâcheuses méprises. On trouvera dans l'ouvrage du révérend père de Maillardoz cette technique, ou du moins le chapitre capital de cette technique, qu'est l'autorité dans l'éducation. On l'y trouvera présenté avec la plus courageuse franchise, mais aussi avec l'agrément que les auditrices du cours, dont nous avons ici la substance, et les lecteurs des œuvres antérieures connaissent bien. Quand je parle de courage, j'entends que l'auteur ne craint pas de dire la vérité à ses amis et de signaler des tendances ou erreurs de détail qu'il a pu observer dans des milieux qui ont toute sa sympathie. Par exemple, il dit bien joliment et aimablement son fait à un certain individualisme pieux qui aurait raison de proposer dans la formation de la jeune fille l'idéal de l'enfant de Marie, à condition de ne pas rétrécir l'ampleur de cette formule, et de se mieux rappeler ce que fut la mère, pour déduire ce que doit être l'enfant. Il y a aussi dans le chapitre de l'entente, indispensable au foyer pour l'éducation des enfants, 2 petits tableaux d'intérieur où j'imagine que certains ménages n'auront pas de peine à se reconnaître et hésiteront peut-être seulement sur un détail de classification, ne sachant s'ils sont unis sous le régime de la non-entente ou celui de la contre-entente. Ces traits d'une malice tout enveloppée de sympathie ne sont pas les seules révélations du moraliste avisé qu'est notre auteur. Il a su prendre ses observations dans des formules en relief. Il écrit par exemple « L'intempérance est un excès aussi nuisible à notre action morale sur le prochain qu'à notre santé physique. » Il y a dans tout l'ouvrage une psychologie de l'enfant très attentive, fine et déliée. Et je voudrais citer ici tout entier le portrait de la vraie éducatrice parmi ses enfants, véritable souveraine de ce petit peuple, par la majesté, le courage et la bonté. Reine de sérénité, dit admirablement l'auteur. Éternellement calme dans sa force, perpétuellement gracieuse et souriante dans le rayonnement de sa haute vertu, la reine de sérénité n'est troublée ni par les importunités de ses enfants, ni par les accidents de santé ou les préoccupations du ménage, ni par les vicissitudes incessamment mobiles de l'existence. Le devoir est son étoile. Me permettra-t-on de dire que j'ai lu il y a quelques années une plaquette sur la marquise de Maillardoz qui n'avait d'autre visée que d'être un hommage de piété filiale et qui m'est revenu à la pensée devant ce portrait d'une ligne si ferme et d'une si poétique inspiration. D'ailleurs, l'ouvrage tout entier donne l'impression de choses vues, l'impression de la vie. C'est sa force et c'est son charme.